En mars 2025, une entreprise britannique a fait une annonce fracassante. Pulsar Fusion a présenté un véhicule spatial tout droit sorti de la science-fiction, exploitant un réacteur à fusion nucléaire. Un vaisseau capable d'accélérer grandement l'exploration du système solaire pour rejoindre la Lune, Mars ou même Jupiter et Pluton en un temps record. Au cœur du projet se trouve une technologie complètement folle développée aux États-Unis depuis 2002, le Direct Fusion Drive ou DFD pour les intimes. Il fait la promesse de mettre la fusion nucléaire au service de la propulsion spatiale, en se passant d'une partie des contraintes qui rendent la fusion si difficile au sol dans des projets comme ITER. Alors, est-ce que Pulsar Fusion nous vend du rêve ou est-ce qu'ils tiennent la technologie qui va enfin faire passer un cap à l'exploration spatiale pour nous propulser vers les étoiles ? Des projets spatiaux fous, on en a vu naître et mourir à l'appel, notamment au Royaume-Uni. Le pays nous a fait rêver avec l'avion spatial Skylone qui devait être entièrement réutilisable, ou le projet Daedalus dans les années 70 qui proposait de rejoindre l'étoile de Barnard en 50 ans, grâce à un moteur thermonucléaire. Mais quand on rêve grand, vient le moment où il faut se frotter à la réalité. Tous ces projets ont fini par être abandonnés devant les difficultés techniques ou le manque de moyens financiers. Alors forcément, quand Pulsar Fusion a présenté le Sunbird, un vaisseau d'apparence presque alien il y a moins d'un an, il y avait de quoi être sceptique. La fusion nucléaire, c'est un doux rêve qui semble être à jamais remis à la génération suivante. Vous avez peut-être déjà entendu ce trait d'humour qui résume bien les choses. La fusion, c'est pour dans 10 ans, depuis 50 ans. Bon, en vérité, il y a de lents progrès qui sont réalisés tout autour de la planète. Le chantier d'ITER avance, bon gré mal gré, et les Français qui exploitent le Tokamak Ouest ont récemment battu un record en maintenant un plasma de fusion pendant 22 minutes et 17 secondes. D'une certaine manière, on peut donc dire qu'on sait déjà faire de la fusion, c'est juste qu'elle est inutile. Dans ces expériences, le bilan énergétique est largement négatif, on consomme bien plus d'énergie qu'on en produit. Développer la fusion nucléaire, c'est déjà compliqué sur Terre, là où l'énergie est abondante, où on peut construire des superstructures et où on n'a pas besoin de se demander si notre réacteur va être suffisamment léger pour décoller sur une fusée. Dans l'espace, la difficulté devrait donc être multipliée par 1000. Mais paradoxalement, un moteur à fusion nucléaire pour la propulsion est peut-être plus simple à mettre en œuvre qu'un réacteur qui doit générer de l'électricité. En tout cas, c'est l'argument qu'on trouve derrière le projet Direct Fusion Drive, un effort de recherche qui est né au début des années 2000 au laboratoire de physique des plasmas de Princeton aux États-Unis. Pour faire de la propulsion spatiale avec la fusion nucléaire, on peut s'y prendre de plusieurs façons. La plus instinctive serait d'envoyer dans l'espace un réacteur à fusion capable de produire de l'électricité. On pourrait ensuite utiliser cette électricité pour alimenter un moteur ionique ou à effet Hall. Ce n'est pas une très bonne idée, en tout cas pas tout de suite. En effet, elle ne deviendrait possible que quand on saura maîtriser la fusion nucléaire pour la production d'électricité sur Terre, ce qui semble déjà bien loin. Il faudra ensuite être capable de miniaturiser pour l'envoyer dans l'espace. Une autre méthode pourrait consister à utiliser des bombes H, ça on sait malheureusement déjà très bien le faire. On peut imaginer un système semblable au projet Orion avec des bombes thermonucléaires qui seraient régulièrement mises à feu à l'arrière du vaisseau pour produire une poussée. Je vous l'accorde, c'est complètement barré, mais ça a été sérieusement envisagé dans les années 60. Avec le Direct Fusion Drive, cependant, il devient possible de faire plus simple et beaucoup moins dangereux. Pour comprendre comment il fonctionne, penchons-nous déjà rapidement sur le principe au cœur de la fusion nucléaire. La fusion, c'est l'inverse de la fission, la réaction qui prend place dans nos centrales nucléaires. Dans la fission, on casse des noyaux lourds pour faire des noyaux légers. Et dans la fusion, on fait donc l'inverse. On assemble des noyaux légers pour produire des atomes plus lourds. C'est une réaction qui libère énormément d'énergie. Et c'est cette énergie qu'on cherche à exploiter. Pour réussir à faire fusionner des noyaux légers, de l'hydrogène par exemple, il faut les faire se rencontrer à très haute température, autour de 150 millions de degrés. C'est là que les choses deviennent très compliquées.
Dans un réacteur comme ITER, il faut commencer par chauffer un plasma avec une source d'énergie externe. Une fois la bonne température atteinte, les réactions de fusion doivent devenir suffisamment nombreuses et dégager suffisamment d'énergie pour maintenir le plasma à température. La réaction s'auto-entretient alors et on peut commencer à se demander comment en extraire de l'énergie pour produire de l'électricité. Dans ITER, le bilan énergétique du plasma sera positif, mais malgré ça, le bilan énergétique de l'ensemble de l'installation restera négatif. En effet, il faut injecter énormément d'électricité dans les électroaimants qui confinent le plasma. Le plasma doit en effet être maintenu dans un petit volume pour favoriser les rencontres entre noyaux et leur fusion. On ne peut pas simplement le mettre dans une boîte en métal. Le métal le plus résistant à la chaleur, le tungstène, fond à 3400 degrés. Les choses ne peuvent donc pas bien se passer si on met un plasma à 150 millions de degrés dans une boîte en métal. Le confinement du plasma est donc magnétique. Il ne touche ainsi aucune paroi, au prix d'une dépense énergétique énorme. Le plasma est maintenu dans une sorte de boucle, de tore, qui demande des aimants très puissants pour maintenir la bonne courbure et limiter les turbulences. Tout ça est clairement impossible à reproduire dans l'espace. Peut-être dans 200 ans, et encore. Seulement la méthode de propulsion imaginée pour le Direct Fusion Drive permet d'éliminer une bonne partie des contraintes d'ITER. Le moteur imaginé aux États-Unis ne résout ainsi pas les problématiques de la fusion dans une centrale terrestre. Disons plutôt qu'il contourne le problème. Là où ITER cherche à maintenir un soleil miniature en équilibre, le Direct Fusion Drive se contente de bien moins. Il faut que quelques noyaux fusionnent et que leur énergie parte dans la bonne direction. Là où ITER doit à tout prix confiner son plasma, le DFD accepte de le perdre tant qu'il part vers l'arrière et contribue à la pousser. Cela simplifie grandement le problème. Le confinement est beaucoup plus court, quelques millisecondes à peine. Les pertes sont acceptables et même encouragées. La géométrie est plus simple, plus besoin de tore, l'architecture du réacteur est en ligne droite. Une entrée, une zone de réaction, une sortie. Évidemment dit comme ça semble presque simple, la réalité est un peu plus complexe. Dans un moteur DFD, du deutérium et de l'hélium-3 sont injectés dans une chambre de réaction linéaire, puis pré-ionisés avant d'être confinés par un champ magnétique. Ce champ, généré par des antennes radio, maintient brièvement le plasma dans une configuration stable, juste assez longtemps pour que des réactions de fusion se produisent. Pas besoin d'un plasma parfaitement confiné ni durable, ici on cherche seulement à provoquer des fusions, pas à entretenir un réacteur. L'énergie produite suit alors deux voies. Une partie est récupérée sous forme de chaleur et d'électricité pour alimenter le moteur et les systèmes du vaisseau, l'autre est directement utilisée pour la propulsion. Le plasma chaud est guidé vers l'arrière par des champs magnétiques, formant une tuyère sans paroi métallique. C'est cette éjection contrôlée qui génère la poussée. Le Direct Fusion Drive n'est ni un réacteur classique ni un simple moteur ionique. C'est un système hybride où la fusion sert à la fois de source d'énergie et de moyen de propulsion. Sur le papier, c'est presque indécent. Un moteur capable d'atteindre des impulsions spécifiques de l'ordre de 10 000 secondes, environ 20 fois mieux que les meilleurs moteurs chimiques actuels. À ce niveau-là, le système solaire commence à rapetisser. Les voyages vers Pluton peuvent se faire en 4 petites années, des cargos pourraient enchaîner les allers-retours entre la Terre, la Lune ou Mars, et comme si ça ne suffisait pas, le moteur fournirait aussi de l'électricité jusqu'à 2 MW pour alimenter instruments, habitats ou charges utiles. C'est sur cette idée que Pulsar Fusion a bâti son concept de Sunbird. De petits remorqueurs à fusion qui ne décollent jamais de la Terre, mais viennent se greffer à des satellites, des sondes, voire à un Starship déjà en orbite. Une fois attachés, ils allument leur moteur, lentement, patiemment, et tirent leur charge vers sa destination. Évidemment, il y a un revers. La poussée est faible, très faible. Un moteur DFD n'arrache rien du sol et ne remplacera jamais un premier ou même un deuxième étage de fusée. Ces moteurs ne fonctionnent que dans l'espace, une fois la gravité terrestre vaincue. Ce ne sont pas des moteurs pour quitter la Terre, ce sont des moteurs pour voyager entre les corps célestes. Bon, maintenant que je vous ai bien fait rêver, vous devez vous douter qu'il y a un problème. Il y en a en fait plusieurs. Aucun moteur DFD n'a jamais fonctionné. À ce stade, il n'existe que sur le papier, dans des simulations,
et dans quelques expériences de laboratoire très partielles. Aucun prototype n'a encore démontré qu'il pouvait produire en même temps de la poussée, de l'électricité et survivre plus que quelques instants. La fusion, même dans sa version simplifiée, reste une affaire brutale. Il faut créer et contrôler un plasma instable, maintenir des champs magnétiques puissants, gérer des flux de chaleur extrêmes, protéger la structure contre un rayonnement intense, tout ça dans un système compact, embarqué, qui doit rester fiable pendant des années. Chaque brique technologique existe plus ou moins séparément. On sait chauffer un plasma, le confiner ou le diriger. Assembler toutes ces étapes dans un seul moteur spatial, miniaturisé et autonome, reste un défi immense. Pulsar Fusion ne nous dit pas encore comment il compte résoudre tous ces problèmes. Pour le moment, on en est au stade des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. On a surtout vu la forme externe des Sunbirds et pas grand chose de ce qu'il doit se passer sous le capot. Attention à ne pas discréditer complètement l'entreprise non plus. Elle existe depuis 2011 et vient de recevoir des crédits de la part de l'ESA pour développer des moteurs à effet Hall. Ils ont donc une certaine expertise dans la propulsion électrique qui a été reconnue. Et même si Pulsar ne parvient jamais à réaliser sa vision, le DFD reste une architecture fascinante qui pourrait finir par émerger ailleurs sur la planète. La NASA a intégré l'architecture dans le programme NIAC à la fin des années 2010. Il devait notamment permettre une mission rapide vers Pluton. Avec des phases de poussée suffisamment longues, peut-être qu'il pourrait rendre le voyage interstellaire possible. Comme tout ce qui concerne la fusion, la patience est cependant de rigueur. Pulsar doit démarrer des essais au sol assez rapidement, avec l'ambition de les transposer en orbite dans les années qui viennent. On imagine que cela nécessitera des investissements conséquents, et il faudra donc que les premières expériences se montrent très prometteuses. Si la fusion nucléaire pour la propulsion spatiale n'arrive pas de notre vivant, on pourra se rabattre sur la fission, qui elle semble réellement possible. La NASA et la DARPA ont lancé l'initiative Draco qui vise à tester un moteur nucléaire thermique d'ici la fin de la décennie. Et Jared Isaacman semble relativement enclin à préserver l'effort. Cela permettrait de mettre au point un moteur certes moins efficace, mais tout de même largement supérieur à ce que permet la propulsion chimique. De quoi ouvrir certaines des portes que le DFD nous promet. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.